Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouveau podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Rudy Koya. Bonjour Rudy. Salut Johan, et écoute, merci à toi de m'inviter sur ton podcast. C'est avec plaisir que nous allons discuter. Merci à toi pour d'avoir accepté l'invitation. On va partir sur un petit moment d'échange et je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, j'ai fondé le site superphysique.org, donc destiné aux pratiquants de musculation sans dopage en 2009. Et avec celui-ci, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos, de podcasts. Et à partir de là, pas mal de projets se sont greffés. Donc je ne vais pas rentrer trop en détail parce que ce serait un peu long. Mais ceux qui s'intéressent, il y a deux sites principaux à aller voir. Donc c'est superphysique.org et c'est rudykoya.com sur lequel, pareil, il y a pas mal d'articles. Donc s'il y en a qui s'intéressent, voilà, les deux sites à aller voir s'il y a des curieux. Ok. Et donc, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ton parcours et comment tu as été amené à vivre de ta passion? Parce que du coup, j'imagine que tu vis de ta passion qui est la musculation. Ouais, en fait, quand j'étais ado, euh, j'ai mon père a acheté des magazines de muscu, donc Muscle and Fitness, je me souviens, et dans un de celui-ci, il y avait une planche d'exercice. Tu sais, c'était la mode à l'époque, maintenant il n'y a plus de magazines, mais tous les mois ou tous les deux mois, tu avais une planche d'exercice, et là c'était sur les abdos. Et donc en fait, moi j'ai commencé avec ça, et c'est vrai que ça m'a particulièrement plu. C'était aussi l'époque un peu, tu sais, Dragon Ball Z. Je sais pas, t'as quel âge toi, Johan? T'as l'air jeune. 21. Ouais, voilà, t'as peut-être 21. pas connu Dragon Ball, mais bon, c'était l'époque, ça passait à la télé, Club Dorothée, tout ça. Et avec ça, en fait, j'ai pris goût en fait à la muscu. Et donc, il y avait un banc dans mon sous-sol chez mes parents. J'ai commencé la muscu comme ça. Et c'était le début des forums internet. Donc, tu avais deux forums. Tu avais Smart Weight Training et tu avais Power Attitude. Et donc, j'étais sur les deux forums. Et c'est comme ça que progressivement, en fait, je passais mes journées à lire des magazines. Donc, il n'y avait pas de vidéos comme aujourd'hui à non plus finir, hein. Quand il y avait une vidéo, c'était incroyable. Et ça a dû apparaître 2006-2007 YouTube, hein. Donc, tu vois, c'était bien après. Donc, moi, c'était 2001, mes débuts. Et donc, progressivement, voilà, je me suis pris de passion pour ça. J'ai passé mes journées à lire, on va dire, des magazines, à chercher des nouveaux articles sur le web. Parce que, encore une fois, comme aujourd'hui, c'est pas comme aujourd'hui où tu sais plus quel article lire. Il y en avait Mm. très très peu, et donc tu cherchais l'article que, que tu voulais lire, quoi, que tu n'avais pas lu. Et donc voilà, je faisais ça de mes journées, et à un moment, j'en ai eu marre, en fait, d'apprendre des choses à l'école dont je ne voyais pas l'intérêt. Euh, et donc j'ai arrêté l'école en première. J'ai fait quelques mois en première, et ensuite, rapidement, je me suis inscrit dans une école privée pour passer ce qu'on appelait un brevet d'état d'éducateur sportif à la CERAPS. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles privées qui préparaient à l'examen final qui se passait obligatoirement au CREPS de Mâcon. Et donc, voilà, de fil en aiguille, ça m'a permis d'obtenir mon diplôme à 18 ans, parce qu'il fallait avoir 18 ans. Et après, de lancer le tout premier site de coaching à distance, parce qu'auparavant, en musculation, en tout cas, à ma connaissance, ça n'existait pas. Donc ça, c'était en 2006. Ok, donc tu as commencé à coacher depuis 2006. Exactement, exactement. Donc ça fait un peu plus de 17 ans. Je crois que j'ai ouvert la société, c'était vers août 2006, quelque chose comme ça. Parce que le diplôme, ça devait être fin juin à Mâcon, de mémoire. Et quand j'ai eu l'examen, voilà, j'ai ouvert une micro-entreprise, parce que j'avais déjà pas mal de demandes, en fait, de programmes. Donc à l'époque, c'était des programmes et pas des suivis comme maintenant. Mais il y a pas mal de demandes de programmes, en fait, sur les forums Internet, parce que on était un très petit écosystème, un très petit microcosme. Et donc, comme j'étais très actif et qu'on a vu ma progression un peu chaque année, j'avais déjà des demandes, en fait, pour faire des programmes à des gens un peu personnalisés. Ok, et du coup, est-ce que tu avais commencé aussi à faire des coachings en présentiel? Ouais. Alors en fait, au début, j'ai été. En fait, c'est un peu un concours de circonstances. C'est que moi, je pensais devenir prof de musculation en salle. Et donc, j'avais postulé à des salles, j'avais eu des entretiens. Et en fait, à chaque fois, je n'étais pas pris parce qu'on me disait, vous êtes trop jeune pour tenir une salle. Tu sais, j'avais 18 ans, je paraissais plus vieux, mais on ne voulait pas me confier la salle.
Et donc, j'avais trouvé une salle à côté de chez moi qui voulait bien que je coach, mais je devais leur donner, je crois que c'était 10 euros par séance, tu vois, quelque chose comme ça. Je leur donnais 10 euros par séance dès que je faisais une séance de coaching. Et donc, eux, j'avais juste le droit de mettre une affiche, de faire ma pub, mais ils faisaient pas grand-chose pour moi, on va dire. Et donc, pendant peut-être 3-4 ans, j'ai cumulé un peu les deux, coaching à la salle et coaching sur Internet. Alors, à la salle, c'était vraiment de la vente, entre guillemets, en direct, quoi. Je me souviens d'anecdotes où les gens me disaient, mais est-ce que c'est remboursé par la Sécu ou... Tu vois, des trucs vraiment qui sont drôles hein, avec le recul. Mais ouais, pendant 3-4 ans, je pense, peut-être même 5 ans, j'ai fait ça. J'ai cumulé les deux. Donc, je coachais dans une salle et je faisais aussi sur le net. OK. Et est-ce que tu as eu certaines personnes ou des mentors un peu qui t'ont, influencé, qui t'ont inspiré dans ce domaine-là? Ouais, alors moi, je marche beaucoup comme ça. Le premier, c'était Jean Texier, même si je ne l'ai pas connu personnellement, qui était celui qui écrivait les dossiers dans le monde du muscle, qui a écrit plein de bouquins que j'ai à côté, comme les guides pratiques du bodybuilding, Visa pour le bodybuilding. Bref, il a écrit vraiment, je pense que c'est l'un des tout premiers à vraiment avoir vraiment bien transmis sa passion. Tu sais, le mec, il allait aux US, à l'époque, c'était incroyable, tu vois, dans les années 80-90. Donc lui, c'était vraiment sa période phare où il écrivait. Donc je me suis procuré tous ses bouquins, j'ai lu tout ce qu'il avait écrit, à tel point qu'à un moment, je pouvais le paraphraser, tu vois, sans, sans trop forcer. Ensuite, il y a eu Michael Gundil, donc quand j'avais 16-17 ans. Donc il était sur les forums de muscu. Et en Mmh. étant sur les forums de muscu, je posais des questions, un peu comme maintenant avec tous les podcasts que je fais. Et donc je posais des questions, et puis à sa manière, il répondait pas vraiment, il l'orientait pour que j'essaie de trouver ma propre réponse. Euh, et après, j'ai pas eu trop de mentors après en muscu. Et même aujourd'hui, où je suis plus dans l'entraînement sportif de manière générale, parce qu'il n'y a plus de personnes, on va dire, pour moi en tout cas, comme Jean Texier ou Michael Gundil, tu vois, des passionnés à fond qui transmettent vraiment beaucoup. Il y a des passionnés, mais ils transmettent avec l'ère des réseaux sociaux que des petits trucs, tu sais. C'est, Ouais. ils vont transmettre une petite publication Instagram par-ci, un petit réel, une petite vidéo. C'est pas comme, ça c'est pas ma génération. Alors c'est peut-être vieux de dire ça, mais t'achetais le magazine, t'avais 20 pages du dossier de Jean Texier, quoi. T'avais 20 pages du truc. T'achetais le bouquin, c'était vraiment ça. Aujourd'hui, comme tout le monde, tu sais, peut faire des bouquins. T'as plein de bouquins qui pour moi ne devraient pas exister, qui sont pas des bouquins. Avant, tu avais un petit prestige à faire un livre. Aujourd'hui, je ne sais pas si s'il y a encore un prestige. Mais ouais, je trouve qu'il y a plus ça. En tout cas, il y a moins ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se sont adaptés à ce que veulent la plupart des gens, à savoir du contenu très rapide, très court, qui divertit. Et non pas, moi, le contenu que j'aimais bien, justement, et que je retrouve encore parfois, hein, mais qui était beaucoup plus long et qui nécessitait de s'asseoir et de se poser et de faire qu'une seule chose à la fois. Mmh. Mais ouais, c'est vrai qu'il y en a plus beaucoup, mais c'est vrai que tu parlais de Michael Gundil, que j'ai reçu sur le podcast aussi. C'est vrai que lui, il continue toujours de proposer, des vidéos, tout ça, il fait des formats courts aussi, mais il fait toujours des formats longs et plus ses livres aussi et c'est vrai que je Ouais, pense c'est que l'un des seuls à ouais, être là depuis toutes ces années. Alors après, c'est toujours intéressant parce qu'en fait, c'est l'évolution de sa pratique. C'est quand il parle d'un truc, en fait, il s'est rendu compte que bon, aujourd'hui, il a peut-être besoin de ça pour continuer, pour pouvoir s'entraîner. Donc, c'est le seul, à ma connaissance, qui partage son expérience de l'entraînement. Après plus de 40 ans d'entraînement, tous les autres ont arrêté, ou s'entraînent plus, ou font autre chose. Donc, ça reste quand même assez intéressant. ouais, ouais et en parlant, d'entraînement, j'aimerais, te poser un peu une question sur, quelle est ta philosophie d'entraînement? Dans le sens où aujourd'hui sur internet, on voit un peu, on voit pas mal de choses. On voit, les mecs qui disent: «Faut pousser lourd, faut avoir une exécution parfaite, faut s'entraîner comme ci, comme ça». Est-ce que toi tu pourrais expliquer un peu ta vision de l'entraînement? Ouais, voilà, je vais te la résumer parce que tu sais, j'ai écrit pas mal de livres et, Ouais, et des milliers ouais, d'articles. ouais, ouais. C'est une Je vais te question la assez large. résumer. Euh, Déjà, c'est à mettre dans un contexte. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour la plupart des gens, après avoir coaché voilà, des milliers de personnes depuis 2006, hein, vraiment des milliers et des milliers, euh, quand on est débutant ou semi-débutant, qu'on fait genre moins de 10 à 70 ou moins de 10 à 80 développés couchés, pour donner un exercice un peu repère, ce qui fonctionne le mieux, c'est de monter graduellement les poids. Moi, c'est ce que j'appelle utiliser les cycles de progression, c'est-à-dire programmer un peu sa progression. Alors, quand on est doué, on peut se marrer, on va dire, mais non, mais ça sert à rien. Mais quand on n'est pas très doué, en fait, on se rend compte que s'entraîner, les poids ne montent pas tout seuls. Qu'on ne fait pas plus de reps par enchantement, qu'on n'est pas plus fort à la séance d'après, sauf si on arrive à se programmer un peu en amont.
ce qu'on fait d'ailleurs avec l'application SP Training, pour ceux qui veulent essayer ou qui l'ont pas ou qui connaissent pas, où l'application va te dire quoi faire un peu à chaque séance. Et donc moi, c'est un peu ma philosophie pour la plupart des gens, parce que je me rends compte que les progrès faciles que, pareil, il y avait au début des années 2000, quand on était déjà un peu sportif, qu'on était enfant ou adolescent, en fait, ils n'existent plus. Et il n'y a plus ces gains du débutant pour la plupart, où en fait, tu t'entraînais un peu, hop, tu progressais. Et là, en fait, tu es obligé de forcer un peu ta progression. Alors après, la question de lourd, léger, pour moi, elle ne se pose pas, dans le sens où si tu fais de la musculation pour prendre du muscle, tu dois apprendre à utiliser tes muscles et utiliser tes muscles. Donc, tu mets jamais trop lourd. Mieux vaut mettre, je pense, trop léger que trop lourd, hein. Mieux vaut en faire moins que trop aussi, sur le moyen et long terme. Mais c'est plus comme ça que je vois l'entraînement. Alors après, il y a plein de paramètres à prendre en compte, à modifier, à réguler. Mais c'est plus dans le sens programmer sa progression. Tu vois. C'est un peu ce qu'on entend aussi par surcharge progressive. C'est le même principe. Ouais, sauf que là, je la laisse pas faire en fait. Là, je la laisse pas faire parce qu'elle se produit pas. Elle se produit pas. Moi, j'aime bien, je donne souvent l'exemple de ma première année en salle de muscu. J'ai demandé au gars comment il s'entraînait. Je dis OK, voilà. Et en fait, pendant un an, j'ai pas progressé. Tu sais, j'attendais que je forçais quoi. Je me disais bah tiens, il y a une rep qui passe pas. Chaque année, j'ai fait la même chose au développé couché. Je fais 8 à 85 toute l'année, toutes les semaines. Et pourtant, j'ai essayé des trucs. Hein. Je dis bah tiens, j'étais dégressif. Je vais aller à l'échec. Je vais faire des reps forcés. Il se passait absolument rien. Et d'ailleurs, on voit sur ma vidéo d'évolution que c'est l'année où j'ai rien pris. En fait, il se passait rien. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui montait tout seul, quoi. Alors qu'après, j'ai repris un peu ce qu'un gars m'avait fait faire au développé couché et je l'ai adapté sur la muscu. Et là, d'un coup, tout a progressé, quoi. Tout a progressé. Et comme je coachais en même temps, j'ai pu faire pas mal de tests et j'ai vu que en faisant ça, les gens progressaient beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Alors après, comme je dis, il y a toujours des exceptions, des gars qui vont dire je suis pas d'accord, moi j'ai pas besoin de faire ça, c'est pas compliqué, pousse manger dehors. J'aimerais bien que ce soit aussi simple, hein, j'aurais pas de boulot j'aurais pas eu de physique, mais moi ça n'a jamais été aussi simple que ça. Et j'ai toujours dû planifier en quelque sorte pour progresser et prendre du muscle parce que ça venait pas en fait. Tu vois, attendre au petit bonheur la chance qu'il se passe quelque chose, ça n'a jamais fonctionné dans rien du tout pour moi. Et donc, en gros, c'est planifié avec, d'une semaine à l'autre, un nombre Exactement. de séries, un nombre de reps avec une charge, précise? Voilà, voilà, exactement, avec un temps de récup. Alors après, tu peux l'adapter sur le moment, mais pour beaucoup de gens, encore une fois, de mon expérience, quand tu es débutant, semi-débutant, voilà, tu n'as pas encore un bon niveau, c'est le cas de la majorité des gens, mieux vaut suivre le plan en fait, plutôt que de s'aventurer en se disant tiens, je vais mettre un peu plus lourd, je me sens bien, ou je vais rajouter une série, je me sens bien, ou je vais faire un peu plus de rêve, je me sens bien. Je pense qu'il mieux vaut garder du jus, un peu comme dans les sports d'endurance, si tu regardes un peu là-dessus. C'est la séance. Et puis voilà, tu suis la séance. Et si tu fais pas la séance, comme elle s'intègre dans un plan un peu plus global, et après, tu as des chances de t'être cramé, quoi, et de perdre ton élan de progression. Du coup, ça nécessite, que ça soit bien spécifique aux sportifs, enfin aux Ouais, gars qui font. aux gars qui s'entraînent, ouais, tu peux pas Ouais, dire. Moi, ça me hérisse un peu le poil quand je vois des gens qui vendent des programmes. Tu sais, qui vendent juste des programmes et qui disent voilà le programme pour 12 semaines, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Et ils marquent 3 semaines en 12-15, 3 semaines en 8-10, puis 3 semaines en 6-8, tu vois, et des conneries comme ça. Et ils disent voilà, quand c'est facile, tu montes le poids. Ah ouais, mais j'aimerais bien que ce soit j'aimerais bien que ce soit aussi facile, hein. Mais moi, ça n'a jamais fonctionné, hein. Donc voilà, et pour beaucoup de gens, je pense que ça n'a jamais fonctionné parce que tous ceux qui m'écrivent, comme par hasard, ils ont testé plein de trucs comme ça et il se passe que dalle. mmh. Mais pour revenir un peu, au cycle spécifique, si par exemple il y a des jours où on se sent, moins en forme parce qu'on n'est jamais, on peut jamais être au top de sa forme tous les jours et des fois on a des baisses de régime, tout ça. Tu peux adapter un peu tes séances ou comment ça se passe si on a des moments comme ça de fatigue par exemple ou Ok, je vois ce que tu veux dire. Alors ça, c'est pour moi, écouter sa forme, tout ça. Si vraiment ça va pas, ok. Mais de mon expérience, encore une fois, et après avoir coaché des milliers de personnes, t'es jamais en forme. En fait, quand tu bosses, quand tu as une compagne, un compagnon, quand tu as des enfants, quand tu as une vie sociale, tout ça, tu n'es jamais en forme. Tu vois, souvent les gars, il y en a, ils se marrent et tout, mais moi quand j'avais ton âge, 21 ans, je me couchais à 22 heures, je me levais à 7 ou 8 heures tous les matins, tout était réglé, mes repas, tout était posé, tout était cadré. Et j'étais hyper discipliné. Aujourd'hui, la discipline est un peu ringardisée, il y a de moins en moins de gens qui ont de la discipline, et donc les gens sont jamais en forme.
Et en même temps, j'ai envie de te dire, moi, jusqu'à 30 ans, j'avais la même forme tous les jours, tu vois, et je ne sentais pas de différence de forme particulière. Alors évidemment, si tu as vraiment mal dormi, tu t'es couché tard, tu as bu la veille, tout ça, tu sens que ta séance va pas être terrible. Moi, j'ai même envie de dire avec le recul, fais pas ta séance. Tu vois, mieux que tu sautes ta séance, tu sautes un jour pour pouvoir la faire en étant bien. Mais pour moi, appliquer quelque chose en fonction de sa forme, c'est plus quelque chose qui est réservé aux pratiquants, on va dire intermédiaires plus et confirmés, qui se connaissent et qui ont déjà un certain niveau. Quand tu es débutant, les choses que tu dois apprendre, c'est un, utiliser tes muscles, deux, apprendre la perception de l'effort, tu vois, à décrypter les choses, dire, bah voilà, là, c'était pas très dur, alors que souvent, un débutant, je peux voir en coaching, encore une fois, il m'envoie une vidéo, il va me dire, moi, je suis à 10 sur 10 en difficulté, et pour moi, en fait, il est à 4 sur 10, tu vois. Donc ça met des années à s'apprendre. Alors, je sais qu'on est pressé, mais dans les sports d'endurance, c'est un peu pareil aussi. Cette notion d'RPE, elle est hyper importante, mais ça met des années à venir. Et donc, avant de s'entraîner suivant sa forme, qu'on n'arrive pas à déterminer, bah, il y a des années et des années avant de déterminer quelle est sa vraie forme du jour. Tom Platt, il disait avec Léo Costa dans Big Au-delà du possible, qui est un livre assez marrant à lire, il disait qu'il avait fait souvent ses meilleures séances alors qu'il se sentait fatigué, mais une fois qu'il se mettait dedans, qu'il s'échauffait, bah, ça allait en fait. Et comme Mm. aujourd'hui, tu sais, tu es un peu sursollicité de partout, tu as les réseaux sociaux, tu es tout le temps dessus, je sais pas dans quoi tu bosses, mais voilà, tu fais plein de trucs, mais en fait, des fois, tu es fatigué psychologiquement, mais tu pas du tout fatigué physiquement ou nerveusement, et puis tu te mets dedans, et puis ça va. Donc pour Ouais. moi, adapter suivant sa forme, c'est vraiment réservé à très 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 peu de personnes. Tu vois, ou alors ouais, à très très peu de personnes qui font de la muscu. Parce que la plupart du temps, en fait, tu n'es jamais à 100%. Et en fait, comme tu adaptes par rapport à la séance précédente, par rapport notamment au RPE, par rapport aux sensations, par rapport peut-être à des vidéos si tu t'es filmé, mais en fait, je dis une connerie, mais si tu as fait 90 à 60 au développé couché, c'était bien, RPE 7, tu avais 3 de récup, bon, bah, il y a 99,9% de chances que 4 x 10 à 61, avec la même récup, ça passe. Tu vois, il faudrait vraiment que tu aies fait le con la veille ou que tu aies fait un truc pour pas que ça passe. Donc Mm. finalement, l'adaptation par rapport à la forme du jour, que tu n'arrives pas à déterminer quand tu n'es pas encore très expérimenté dans le sport, bah tu t'en fous. Ok. Ouais, ok, ouais, c'est intéressant. Et tu parlais de sport d'endurance. T'en fais toi personnellement des sports d'endurance? Ouais, bah moi je suis beaucoup plus maintenant là-dedans, donc notamment dans le kayak, je fais pas mal de vélo. Là, je me remets à courir après avoir eu une blessure il y a quelques mois. Donc effectivement, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus parce que après 20 ans de muscu, j'en avais un peu marre de m'entraîner pour gagner 2,5 kilos sur mon développé couché ou 2 millimètres de tour de bras. Tu vois, à un moment, ça devient un peu futile. Et donc, bah, j'ai transvasé, on va dire, depuis un petit moment là-dessus. Et du coup, tu fais les deux, tu fais toujours muscu et tu as intégré en plus des sports d'endurance? Ouais, bah, je fais beaucoup moins de muscu parce que, comme je te dis, c'est faire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, pour pas de progrès. Et faudrait, entre guillemets, faire des sacrifices qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de faire, que si j'avais 20 ans, bah, j'aurais fait et que je faisais facilement. Hein, tu sais, comme je disais, 22 heures, t'es couché, tu te lèves à 7 heures, tu t'entraînes, tu rentres entraînement, tu fais une sieste, hop, tu recommences. Voilà, vraiment y aller à fond. Aujourd'hui, c'est plus du tout là-dedans que je suis. Et en même temps, quand tu fais au mieux, je faisais 46 de bras sec, bah, si pour faire 46 et demi, ça va pas changer ma vie, tu vois. À un moment, ça devient futile quand tu vieillis, tu vois. Tu te dis, bon, bah, Ouais. c'est connerie, hein, que tu es 44, 45, 46, c'est pareil, ou même 43, tu vois, pour moi. Et donc aujourd'hui, bah, je fais beaucoup, beaucoup moins de muscu et je m'entraîne plus, on va dire, pour m'amuser, me maintenir, tester des choses, plutôt que pour progresser. Parce que, encore une fois, c'est devenu impossible, sauf sur des choses que j'ai jamais faites, mais comme j'ai testé pas mal de choses aussi, il reste plus grand-chose. Ouais, ouais, tu t'entraînes par plaisir, quoi. Tu te Ouais, fais. ouais, voilà, voilà. Bah, après, j'ai des séances, j'essaye. J'ai toujours ce truc d'essayer de progresser. Mais j'essaye de me freiner un peu parce que je vois bien que plus les années passent, et malheureusement, bah, mes potes qui ont le même âge que moi, qui font de la muscu depuis aussi longtemps, on se rend compte que c'est pas quelque chose de très sain. Tu vois, tu essayes de mettre de plus en plus lourd, tu fais de plus en plus de reps, tu fais beaucoup de tonnage, et tes articulations, tendons sont pas faites pour ça, en fait. Mhm. Tu sens au bout d'un moment que tu peux, hein, tu fais, mais tu sens que ça va mal finir. Tu sens que voilà, faut pas. Parce qu'une fois que t'es niqué, ça on l'oublie. Il y a pas mal de débats aussi sur le net là-dessus, mais une fois que t'es niqué, t'es niqué. Il y a pas de retour en arrière en fait. Alors oui, tu vas guérir un peu. Hier, j'ai interviewé un copain qui est entraîneur de CrossFit et il disait voilà, une fois que quelqu'un est blessé, il y a toujours une séquelle en fait. Il y a toujours un truc. Bah ouais, après il y a une fragilité, il y a un truc. Et donc le but, bah, c'est de ne pas en arriver là.
Et on pourrait pas adapter nos entraînements justement par rapport à l'âge, histoire de Si, continuer? t'essayes, mais en fait, le problème, c'est que en fait, tu peux presque plus rien faire. Tu vois, je vais extrapoler un peu, mais tu prends Michael Gundy que tu as eu sur le podcast. Qu'est-ce Ouais. qu'il fait aujourd'hui de ce qu'on comprend de son entraînement? Que des mouvements partiels. Attends, je regarde, il y a un truc qui coule. Bouge pas, je reviens. Bouge Vas-y, pas, vas-y, vas-y. Putain, ils font pas gaffe. Je suis de retour, je reprends ma phrase. Vas-y, vas-y. T'es prêt? Tu vois, je vais extrapoler un peu ce que fait Michael Gundil. Ouais, tu peux adapter l'entraînement. Ça consiste à faire des mouvements partiels sur des machines en unilatéral, à pas forcer trop souvent parce que tu récupères pas. Donc, à intercaler des entraînements de récupération à foison. Donc, des séries très longues sans forcer. Tu vois, bah là, lui, il parlait beaucoup récemment de la médecine hyperbare, de la lumière infrarouge. Donc, de ce que j'ai compris, il en fait plusieurs heures chaque jour, tu vois. Pareil, il avait analysé Devon Lara, donc tu regardes. Je sais pas, moi, c'est pas un entraînement qui me fait très plaisir, tu vois. C'est pas, j'éprouve pas de plaisir à faire de l'unilatéral sur machine en partiel. C'est pas, tu vois, pour moi, c'est pas très ludique. Et donc c'est pour ça que l'adaptation, bah oui, l'adaptation, tu vois, c'est ce que j'ai essayé de faire un peu au fil des années. C'est qu'au début, quand tu es jeune, tu sais, bah, tu penses pas, tu prends de la récup, tu prends 4, 5, 6 minutes de récup, tu forces comme un fou. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. À un moment, tu vois bien que les charges que tu utilises deviennent dangereuses par rapport à ta souplesse, on va dire ta mobilité, c'est un peu le courant, mais voilà, ça devient dangereux. Tu sens que ça t'est pas du bien. Moi, je me souviens à chaque fois vers 130, 140 en série au coucher, bah, je sentais que putain, c'était pas très bon pour les épaules, voilà. Et donc tu te dis quoi? Tu te dis bon, bah, je vais mettre moins lourd, faire des séries plus longues. Puis bon, bah, en fait, tu fais des séries de 20 à 100, tu dis oulala, c'est pas, c'est pas terrible non plus. C'est bien un moment, mais ça dure pas. Donc tu réduis tes temps de récupération. Au lieu de prendre 3, 4, 5 minutes, et bah, tu prends plus qu'une minute ou une minute 30. Donc ce que j'ai fait pendant des années aussi, notamment quand je faisais les Super Physique Games, donc des 10 x 10 avec une minute 30 de récup. Et puis quand on est là, et puis qu'en fait les charges continuent de monter, tu es là, tu te dis putain, en fait, je fais 100 reps, je sais pas, à 100 kilos ou à 105 kilos au coucher. Tu te dis oula, c'est pas très bon non plus, quoi. Donc en fait, à la fin, il te reste tes possibilités s'amenuisent, quoi. Tu sais, je donne souvent cet exemple, je parle à un copain qui avait été champion du monde de squat, puis on s'appelle une fois par an. Et on est, ouais, je dis alors, t'en es où? Il me dit, bah, en fait, je peux faire de moins en moins d'exercices. Ah ouais, je peux le faire parce que, pareil, tu sais, souvent on entend un banc, deux haltères, une barre, ça suffit. Ouais, bah, ça suffit au début quand ça te fait du bien, quoi. Mais à un moment, ça te fait plus de bien. Et donc, il me dit, bon, bah voilà, je peux faire ça, 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 mais ça, je peux pas le faire, ça me fait mal à l'épaule, ça, je peux faire ça, ça me fait mal ceci. Et donc, voilà, tu vois, tu peux l'adapter, mais en fait, ton entraînement après est beaucoup moins ludique. Donc, c'est pour ça aussi que beaucoup se tournent vers d'autres activités, tu vois, comme moi, la balle kayak, ou tu fais du vélo, tu vas courir, tu fais autre chose, parce qu'en fait, c'est pas très amusant. Tu vois, je sais pas, toi, si tu fais de l'unilatéral, un bras en partiel, mais moi, ça m'amuse pas du tout. Tu vois, c'est le dernier truc que je ferais, quoi. Vraiment, limite, je préfère ne pas m'entraîner que de faire ça. Ouais. Bon, moi, de toute façon, moi, de Voilà. l'unilatéral, j'en fais que très peu, donc Non, mais c'est bien l'unilatéral, franchement, c'est bien et tout. oui. Mais c'est vrai que quand tu vieillis, moi, je me souviens quand je voyais mon grand-père s'entraîner quand j'étais gamin. Donc, tous les étés, j'allais chez lui, donc on s'entraînait ensemble. Il avait tout construit, des parpaings, des trucs, bref. Et c'était marrant. Et en fait, je voyais au coucher, tu vois, il descendait pas, tu vois, il était là. Puis il me disait, ouais, si je descends plus, ça me tire. Et il essaie de faire des dips. Pareil, il descendait pas beaucoup. Il dit, ouais, ça m'arrache. Tu vois, tu perds en souplesse avec les années. Alors, je sais que tu as tout le courant de la mobilité, mais en fait, tu te rends compte qu'avec les années, en fait, il te faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'efforts pour maintenir ta souplesse, pour maintenir quoi que ce soit que tu aies développé. Et donc après, c'est un peu moins marrant, quoi. Donc ouais, l'évolution, quand tu vieillis, bah en fait, il y a aussi le truc que si tu n'as jamais été très fort, bah, tu tiens plus longtemps. Si tu n'as jamais trop fait, tu tiens plus longtemps. C'est pour ça que je dis souvent, comme je disais tout à l'heure, mieux vaut mettre plus léger que trop lourd, mieux vaut en faire moins que trop, quoi. Parce qu'à un moment, tu arrives à une sorte de trop et tu es obligé de modifier ton entraînement et c'est quand même moins marrant, quoi. Donc voilà, pour l'instant, moi, ça va. Même si j'ai pas mal adapté quand même, j'ai de vraiment prendre des temps de récupération assez courts parce que j'ai plus envie d'attendre. Voilà, ça m'amuse plus trop. Mais ouais, c'est assez intéressant de voir l'évolution de l'entraînement. Le seul pour l'instant, tu vois, à ma connaissance, bah, c'est Jérôme, donc Michael Yandil. Il y avait Jean Texier qui en parlait dans les magazines. Et quand il avait 45 ans, il disait qu'il mettait 1 heure le matin pour se déplier. Donc, tu vois, il était massacré. Il était massacré. Donc, il faut essayer d'arriver
autre chose, tu vois, et essayer de se servir de cette expérience-là pour ne pas en arriver à cette autodestruction, même si, effectivement, tu vois, on fait souvent des podcasts donc, avec mon associé Fabrice, et à chaque fois on dit, voilà, attention au squat, au soulevé de terre, mieux vaut ne pas en faire, tout ça. T'en as qui rigolent encore. Moi, si j'avais su, j'en aurais pas fait, tu vois. C'est sûr que c'est des trucs que j'aurais pas fait du tout. Ouais. Et tu vois aussi, je pense que tu vois qui c'est, Franck Ropers. Ouais, ouais, je vois, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, lui, il fait un. Moi, je regarde un peu moins, mais il fait des entraînements aux élastiques, tout ça. Et il est quand même assez âgé et je trouve qu'il a quand même une très bonne forme. Tu vois, je sais plus quel âge il a. Il a c'est entre 55 et 60, je crois. Et toi, tu penses quoi de son entraînement? Parce que du coup, il est quand même. Ouais, il est en forme, il s'entraîne aux Ouais, élastiques, tout ça. ouais, ouais. Je trouve que Bah, c'est inspirant, tu vois. qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi, je trouve ça Est-ce bien. est-ce que tu penses que si tu fais la même chose que lui, tu prends comme lui? À mon âge, Ouais. peut-être pas autant. Mais non, je pense pas autant. Bah, par exemple, la série unique, je pense que ça peut être bien pour. Il y a des avantages, mais si on veut optimiser ses chances de prendre du muscle, je pense qu'il faut faire un entraînement plus classique. Mais après, quand on est plus âgé, je pense un entraînement peut-être en série Ouais, unique, avec moins même les élastiques, je pense que ça peut être bénéfique pour les articulations quand on est plus âgé. ouais, bah, les élastiques, le premier qui a amené ça vraiment en France, qui a popularisé, c'est Christophe Cario. Donc Ouais, Christophe. on va lui rendre quand même l'honneur du truc. Et effectivement, lui, il s'est rendu compte assez rapidement que bah, voilà, les poids et haltères, ça ne faisait pas du bien. Et que les élastiques, bah, c'était beaucoup moins traumatisant. Parce que tu as beaucoup Mhm. moins de phases négatives, entre guillemets. En bas, il n'y a rien, quoi. Tu vois, en bas, tu fais un curl, en bas, il y a pas de résistance, donc tes tendons sont mieux. Par contre, il y a beaucoup de résistance en haut. Quand tu es raccourci, donc les risques de blessures sont réduits, les traumatismes musculaires sont réduits. Le point négatif, c'est comment tu les utilises, tu vois, pour les placer. C'est toujours un peu, je sais pas si on peut dire cirquesque, mais bon, j'ai rien contre le cirque, hein. Il y a quand même de sacrés athlètes dans le cirque. Mais après, ce que je pense de Franck Roper, je regarde pas, hein. Concrètement, je regarde pas. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais je vais le garder pour pas faire de polémique ou quoi. Mais pour moi, tout ça, c'est un peu bidon, quoi. La série unique avec des élastiques, c'est du bidon, quoi. C'est OK, peut-être pour se maintenir. euh, et encore, moi, ça maintient. Si je fais une série avec un élastique, même en forçant, il n'y a rien qui reste. Il y a rien qui reste. Donc, euh, Oui, donc non, faut se méfier un peu de tout ça parce que de ce que je peux voir extérieurement, donc j'ai jamais regardé ces vidéos, c'est que c'est très marketing après. Il va te vendre une formation super élastique, nanana. Donc moi j'ai du mal après quand derrière il y a une vente d'un truc quoi. J'ai un peu de mal ouais. avec ça. Et, Mais mais je pense je te pareil. laisse regarder et te faire ton avis, hein. Tu peux tester. La meilleure façon de savoir c'est de tester, hein. Tu vas tester, puis tu vas voir ce qui se passe. Et puis parce que la série unique, tu sais, ça fait longtemps que ça existe, hein. On a connu ça sur les débuts quand j'étais sur le web avec donc c'était encore plus ancien avec Arthur Jones, hein, le Hit. Le Heavy Duty de Mike Menzer qu'il a remodifié une fois qu'il s'entraînait plus, alors que le mec faisait dans les interviews qu'on a 10-12 séries par muscle à l'échec. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu? Il y a eu la science il y a un moment, notamment pour le sport. C'était beaucoup mis en avant pour le ratio avantage-inconvénient, tu vois, pour les sportifs qui faisaient déjà beaucoup d'activités et où on disait, bah voilà, si vous faites qu'une série, vous avez plus d'avantages que d'inconvénients, même si vous progressez un peu moins. Donc il y avait les chiffres sur le site Science Sport, quoi. Science Sport, je crois, c'est de Pascal Prévost, si jamais il y en a qui veulent aller voir. Si le site est toujours en ligne, le site était super. Mais, ou pareil, tu vois, on disait Dorian Yates, il fait qu'une série, mais bon, quand tu fais 12 à 140 à l'incliné en échauffement, est-ce que c'est pas une série qui compte? Ouais, quand tu es à 140 en échauffement en série de 12, ouais, j'appelle pas ça de l'échauffement, moi, mais lui, il va dire, bah ouais, mais comme j'ai pas forcé, c'est une série d'échauffement. Là, c'est tendancieux. Donc, ouais, je regarde pas trop. En fait, en muscu, je regarde pratiquement rien de ce qui se fait. De temps en temps, voilà, je vais regarder Jérôme ce qu'il met. Je me dis, bah tiens, où est-ce qu'il en est de sa pratique? Où est-ce qu'il en est de son évolution? Mais alors, les autres, pas du tout. C'est pas du tout des inspirations ou. Tu vois, pour moi, j'exagère un peu, mais des fois, c'est presque le niveau zéro, quoi. Donc, Ouais. c'est des questions que je me pose plus du tout. Et pour moi, c'est ouais, c'est bidon, bidon, quoi. Bah ouais, et puis même, un des principes pour l'hypertrophie, c'est aussi le volume total. Donc, enfin, la série unique, il y a un volume quand même vachement réduit. Mais après, je pense que les élastiques, ça peut être un moyen quand on prend de l'âge. Après, moi, je suis jeune, je peux pas Ouais, bah trop tu verras, mais m'exprimer en là-dessus, fait, mais c'est pas très fun. En fait, tu vois, tout à l'heure, on disait, bah, tu fais de l'unilatéral, en partiel, sur machine.
voilà, sur le bon angle, t'as pas mal. Les élastiques, c'est pareil, c'est pas très fun, tu vois. Si tu veux faire, je sais pas, des fentes avec élastique, alors tu passes ton élastique, tu le mets sous le pied, tu fais des fentes. Ah voilà, tu vois, tout de suite, tu te dis, ah putain, j'ai pas trop envie. Tu dis, ah putain, j'ai des élastiques avec élastique. Donc moi, j'en ai fait pas mal. Et des fois, j'en mets à des gars pour essayer de solliciter un peu plus le milieu de pec, on va dire. Voilà, on va simplifier comme ça. Mais quand t'en fais, t'es pas là en train de dire, ah, c'est génial comme mouvement, tu vois. Tu te dis pas, ou tu fais des pompes avec l'élastique, ouais, bah, c'est pas mal. Mais c'est pas le truc que tu te dis, c'est l'éclate, quoi. Tu te dis pas, waouh, j'ai envie de faire ça, ça va être mon entraînement. Ou, tu vois, pour ça que, ouais, moi, je suis pas. Tu vois, si c'est pour faire ça, des fois, je préfère pas m'entraîner, quoi. Je préfère faire autre chose. Ouais. Après, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de matériel, moi je sais que j'ai commencé avec un peu de matériel chez moi. J'avais des élastiques et je pouvais des Voilà, exos qu'on faire un fait à la peu, poulie. bien sûr. Du coup, j'en faisais un peu. Bon, ça va. Ouais, mais moi Toi, aussi, quand j'étais gamin, je faisais des l'oiseau avec élastique à un bras, tu vois. J'attachais ça à ma presse à cuisse, j'avais pas de poulie, et je faisais l'oiseau, l'élévation latérale et tout. C'était pas mal, mais en fait, les résistances des élastiques, bah, je sais plus comment c'est. Tu vois, t'as un mini, un XS, t'as un S, un M, donc déjà, c'est pas très progressif, quoi. Des fois, ça rajoute ouais. 5 ou 10 kilos d'un coup. Tu dis, putain, bah, pour rajouter 5 ou 10 kilos, tu vois bien, quand tu fais ta muscu, 5 ou 10 kilos, tu les rajoutes pas, quoi. Tu es obligé de rajouter un par-ci, un par-là. Et ça met des semaines et des semaines pour ajouter ton 5 kilos. Donc là, comme tu es toujours sur la même résistance, en fait, tu fais plus de reps, mais des fois, ça se convertit pas forcément à 5 ou 10 kilos de plus, quoi. Ouais, c'est une limite. Ouais, c'est une limite que j'ai remarqué. J'aimerais aborder un peu la nutrition avec toi. Comment toi tu l'intègres dans les programmes, les suivis que tu as avec des clients? Ouais, bah pour moi, la diète, ça a toujours été quelque chose d'assez simple, hein. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour beaucoup, mais en fait, l'alimentation, c'est manger en fonction de tes objectifs, par rapport à tes goûts, tes contraintes, et par rapport à ton budget. Parce que maintenant, ça coûte un saladier. Et donc, ouais, c'est très simple. Bah, tu vois, j'ai écrit 2 bouquins sur le sujet, donc Guide de la prise de masse naturelle et le Guide de la sèche naturelle. Euh, mais pour moi, ouais, c'est hyper simple. Je sais pas, est-ce que c'est une question plus précise? Parce qu'en fait, ouais, pour moi, il n'y a pas de complications particulières, quoi. Tu vois, si tu es motivé et que tu as envie de progresser, en fait, ça ne devient pas l'idée de bouffer tous les jours des cookies, quoi. En fait, c'est très bien que ça va pas le faire. Donc, mais des fois, ouais. Tu vois, il y a eu des modes, hein, il y a toujours des modes qui reviennent. Là, des fois, il y a le jeûne intermittent pour la muscu ou quoi. Moi, ça me fait sourire. Tu vois, ça fait presque 20 ans qu'on en parle, qu'on dit que voilà, c'est pas l'idéal pour la muscu, tout ça. Mais il y a des gens qui ont toujours envie d'y croire. C'est un peu comme la série unique. Tu vois, le combo, ça doit être série unique avec élastique et jeûne intermittent. Ouais, limite, faudrait faire une étude et montrer que Ouais, mais c'est tu peux pas pas faire une étude parce que optimal. tu peux pas parce qu'en fait, comme chaque personne va réagir un peu différemment et que la personne qui va s'entraîner sur le long terme pendant 20 ans ou 30 ans avec le jeûne intermittent et s'entraîner pour de vrai, tu vois, ça devient de plus en plus rare. Mais en fait, il n'y a pas d'étude, quoi. Tu vas le faire sur 1 ou 2 ans, mais 1 ou 2 ans, c'est rien, quoi. Tu vois, c'est pas. Tu peux compenser, je veux dire, sur 1 ou 2 ans, une alimentation pas optimale, tu vois, en s'entraînant de la bonne façon. Ouais. Et est-ce que pour adapter sa nutrition, est-ce que tu conseilles mince, de prendre le nombre de protéines qu'on a besoin, le nombre de lipides qu'on a besoin, et ensuite combler le reste Ouais, avec les glucides? exactement. Exactement. Donc, bah, les recommandations de base, tu vois, c'est 2 grammes en gros de protéines par kilo de poids de corps, hein, pour simplifier. 1 gramme de lipides à peu près par kilo de Ouais, poids de corps. Et puis après, tu rajoutes en glucides. Le truc de base, c'est ça. Alors ouais, après, voilà. en fonction des gens, tu vas voir que certains, parce qu'ils ont été beaucoup plus gras auparavant, et ben en fait, ils doivent manger moins de glucides parce qu'ils ont une hypersensibilité. Leurs récepteurs sont un peu déréglés, on va dire. Et ça a du mal à revenir, hein, une fois que tu as fait. C'est comme les blessures, hein. Une fois que tu t'es un peu niqué, t'es niqué. Et donc, ils réagissent un peu mieux aux lipides, tu vois. Ou ils doivent manger moins de calories. Mais ça, bah, c'est quand même de plus en plus le cas. Mais ouais, tu peux adapter un peu comme ça. Tout en sachant que tu vas pas bouffer 3 grammes de lipides par kilo de poids de corps, hein. Ouais. À un moment, tu vas sentir que tu te sens lourd, quoi. Mais ouais. Et du coup, ça nécessite de tout peser, quoi. Ça, c'est Ouais, pour. bah, au moins au début, tu vois, quand quelqu'un me contacte pour être coaché, souvent je dis voilà, on va devoir peser au moins un peu au début euh, pour voir ce que ça représente, pour voir voilà, ce que c'est 150 grammes de viande, même si c'est marqué sur les emballages ou je sais pas, des œufs, voilà. Mais moi, j'aime bien quand même toujours faire peser quand même les féculents, tu vois, ton riz.
tes pâtes, je sais pas ce que tu peux manger, si tu manges des légumineuses, tout ça, pour avoir un repère. Parce que si tu fais quelque chose et que tu n'as pas de repère, c'est un peu comme l'entraînement, et que tu dis, bah voilà, si j'ai faim, je mange un peu plus, si j'ai moins faim, je mange un peu moins, et tu adaptes, bah souvent, c'est comme l'histoire de la forme du jour, comme tu n'es pas vraiment connecté à tes sensations, tu n'es pas vraiment connecté à toi, en fait, tu sais pas vraiment si c'est vraiment de la faim, si c'est de la gourmandise. Et c'est pareil, ça met des années avant d'arriver, tu vois. Ça met des années avant de se mettre en place. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'en vrai, on entend de tout maintenant sur la diète. Moi, j'entends aussi parler de diète flexible, faut écouter ses sensations, tout ça. Oui, mais non, mais ça c'est bien. Franchement, c'est très très Ouais, bien. Mais le problème, c'est la mise en application. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un qui arrive à le faire. Aujourd'hui, l'un des gros problèmes, tu vois, on dérive, mais c'est que personne n'est connecté à soi-même. Tu vois, est-ce que tu es connecté quand tu as un petit truc ou pas? Non, parce que tu es dans le jus, tu es sur tes réseaux, tu es sur ton ordi, tu es en train de regarder une série, tu pas du tout connecté à toi-même. T'es pas du tout. Donc, le temps que tu apprennes à te connecter à toi-même, comme je disais tout à l'heure par rapport à la forme du jour, bah, c'est des années et des années et des années de pratique à être, entre guillemets, tu vois, c'est un peu le truc du moment présent, à être dans l'instant présent. Et ça, tu peux pas, tu vois, si tu dis ça à un débutant, il n'en sait rien. Jean-Luc Favre, dans Devenez champion du monde, il en parlait. Jean Texier lui pose la question, il dit oui, qu'est-ce que tu penses de l'entraînement à l'instinct? Il dit bah moi, l'entraînement à l'instinct, j'ai pas envie de faire des exercices lourds, j'ai pas envie de forcer, je vais plutôt faire des petits exercices à la poulie, tranquillement, et rentrer chez moi. Bah voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui se développe, mais avec l'expérience, tu vois. C'est comme la sensation de faim, tout ça. Mais aujourd'hui, tu vois, je te le disais, la plupart des gens, avec leur éducation, tout ça, n'ont pas été éduqués à la sensation de faim. Ils ont été gavés, ou ils ont bouffé plein de saloperies, ou ils sont drogués au sucre, aux aliments industriels. Et en fait, avant de retrouver une vraie connexion à soi-même, s'ils en ont envie, c'est des années et des années et des années avant d'y arriver. Donc en fait, pour la plupart de ces gens, encore une fois, en fonction d'un contexte, bah, je pense que peser, c'est la meilleure des solutions, au moins au début, quoi. Et quand je dis le début, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, quoi. ouais, pour savoir dans quelle direction on Ouais, et va. puis, et puis savoir, en fait, voilà, quels sont exactement tes besoins, comment tu fonctionnes, parce que pareil, tu peux partir sur un truc, puis en fait, tu vas modifier la diète, tu vas réduire, tu vas augmenter, donc ça va bouger perpétuellement, en fonction de ce que tu fais, parce que tu n'as pas toujours les mêmes activités. Donc, ouais, ouais, c'est. Moi, je suis plus là-dessus, mais c'est pour ça que c'est encore toujours un conseil, quand tu me poses une question, c'est toujours un contexte. Et moi, quand je fais des articles ou autres, je fais toujours des articles où je donne des conseils pour la plupart des personnes, c'est-à-dire 99%, voire 99,9% des gens qui sont débutants ou semi-débutants, qui ont pratiqué par intermittence ou qui sont perdus parmi la masse d'informations et qui n'ont pas vraiment de niveau, tu vois, qui voilà, qui n'ont pas encore le niveau bronze, par exemple, du club Superphysique ou le niveau bronze sur l'application SP Training. Et voilà. Et c'est sûr que si tu as 20 ans d'entraînement, bah, c'est pas du tout le même conseil et on va pas du tout parler de la même chose. Mais faut que tu arrives à ce master de la musculation, on va dire quoi, à ce doctorat de la musculation. Et tant que tu l'as pas, bah, tu as des bases pour moi qui sont un peu immuables. Ah oui, et puis ça met du temps à venir surtout. Donc, Bah, ouais, ouais, bah, je te dis, hein, c'est un bon truc. Ouais. Je pense que le doctorat de la muscu, il faut que tu ailles vers là, quoi. ouais, et encore doctorat, c'est 8 ans, on peut aller encore plus haut, je pense. Ouais, ouais, tu vas encore, mais déjà, tu commences à savoir, normalement, si tu t'entraînes bien, tu fais attention à tout, tu notes pareil. Moi, quand j'ai commencé, noter ses entraînements, tout le monde notait ses entraînements. Tu vois, tu avais ton cahier, tu notais ce que tu faisais. Je sais pas, tu vas dans les salles, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui notent leur entraînement. Tu vois, qui ont un cahier ou qui ont l'appli SP Training ou d'autres applis, hein, qui font pas tout à fait pareil, mais qui servent de cahier d'entraînement. Donc, déjà, si tu notes pas ce que tu fais, comment tu peux savoir comment ça s'est passé, quelles sensations tu as eues, quelles difficultés c'était, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais modifier, parce que là, tu as pris cette prise de main, mais c'était moyen, tu aimerais tester différemment. Donc, tu vois, c'est plein de trucs comme ça qui vont t'aider à te connaître. Et si tu notes rien et que tu fais tout à l'arrache, tu as ton petit bonheur, la chance, bah, peut-être que tu auras de la chance, hein. Mais la plupart des gens n'ont pas cette chance. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais pour ceux qui veulent, par exemple, qui veulent s'entraîner, mais sans se prendre la tête, et du coup, noter tout dans un cahier ou faire attention à tout, ça peut se faire pour les personnes qui, Bien ouais, sûr, qui veulent pas se mais prendre la bien tête. sûr. Pour moi, ça ne veut rien dire, pas se prendre la tête, dans le sens où si tu veux progresser et que c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas forcément t'intéresser à ce que tu fais, tu vois. Si c'est juste pour Ouais, c'est appliquer, ça. c'est. Tu vois, alors après, moi je ne critique pas, il y en a qui aiment peut-être bien, on va dire, s'entraîner, voilà, mais faire du sport, mais sans chercher à progresser. Ils sont contents, ils vont à la salle, ils profitent de l'instant, ils aiment l'activité, et bah, c'est cool aussi. Mais si Ouais. tu veux progresser, tu dois t'intéresser à ce que tu fais, tu vois.
Et il n'y a pas de discussion, quoi. Je sais pas, c'est un faux débat. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'aimerais poser une question. Je pense que je connais un peu ton avis là-dessus, mais j'aimerais Dis-moi. quand même. On entend qu'il y a de l'entraînement fonctionnel qui existe. On veut faire un entraînement fonctionnel ou de la musculation fonctionnelle. Est-ce que selon toi, il y a une réelle différence entre musculation fonctionnelle et musculation classique, traditionnelle? Ouais, bah, n'est fonctionnel que la fonctionnalité. Voilà la bonne phrase. Tu vois, bah, tiens, j'ai vu Guil, hein, ce week-end, donc il m'a pris un coaching premium à Annecy, donc c'est, tu sais, analyse morpho-anatomique, analyse articulaire, tout ça. Et Guilain, bah, ça fait 17 ans qu'il s'entraîne, il a un super physique, tout ça. Et puis on discutait parce que voilà, il a pratiquement autant d'expérience que moi en muscu. Et on en arrive souvent à la conclusion, bah, avec Fabrice, que tu dois écouter dans les podcasts super physiques, que en fait, il n'y a pas trop de transfert, quoi. En fait, tu fais de la muscu, donc je sais pas, tu deviens fort au soulevé de terre. Souvent, tu fais soulevé de terre lourd en 6 reps pour ceux qui sont assez fous. Et vrai, tu fais ça, puis tu dis, ah, putain, je suis hyper fonctionnel. Et puis, sauf que, en fait, quand il faut porter tes sacs de course qui sont remplis sur 300 mètres parce que tu t'es garé à l'autre bout, tu dis, putain, mais c'est hyper dur ce truc-là. Ou alors, tu fais 200 au squat. Je me souviens, bah, mon pote, pareil, qui avait été champion du monde de squat, il me dit, putain, je monte les escaliers, 5 étages, j'ai les cuisses prêtes à exploser, quoi. Tu vois? Et pourtant, il faisait 260 au squat, tu vois. Il était pas si lourd, quoi. Il faisait dans les 80 kilos. Donc, c'était énorme. Mais il n'y avait pas de transfert, quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu vois, pareil, il y avait eu cette mode du bodybuilding fonctionnel à un moment. Ça n'existe pas. Pour moi, ça dépend encore une fois de ce que tu fais au jour le jour. C'est quoi ta journée? C'est quoi tes activités? Tu t'entraînes, entre guillemets, spécifiquement pour une activité ou un objectif. Mais c'est pour ça que c'est séduisant sur le principe. Et on a eu une question comme ça il n'y a pas longtemps sur les forums super physiques. On avait répondu, je crois, avec June. Et le gars, il voulait être à la fois musclé, fort, endurant, rapide, explosif, sec, bon bref, ils voulaient tout à la fois. Et en fait, ce qu'on se rend compte, quand tu as l'impression que certains ont tout à la fois, c'est qu'ils n'ont pas tout eu à la fois, c'est qu'ils ont commencé étape par étape. Donc par exemple, aujourd'hui, si tu me vois m'entraîner, tu vas dire, mais attends, c'est pas possible, t'es comme ça en faisant ça, je comprends pas. Ouais, mais parce qu'avant, j'ai fait la muscu à fond pendant 15-20 ans. Donc voilà, j'ai eu ce physique-là. Et maintenant, tu me vois, tu dis, ah bah ouais. Donc c'est pas le kayak. Bah non, c'est pas le kayak qui fait ça. Euh, donc tu vois, et moi j'aime bien ce qu'avait dit Nico De Paoli dans le podcast, je crois que c'est dans le podcast de mon pote Slim, de Movers Podcast. Il avait interviewé il y a quelques années, l'interview était bien. Il disait, bah lui, voilà, il arrivait à faire ça psychologiquement, c'est pas facile, mais il arrivait à faire une activité. Il allait jusqu'à son niveau plateau, donc tu sais, un peu le niveau au-delà duquel tu dois vraiment beaucoup t'investir pour continuer à progresser. Et quand il arrivait à ce niveau plateau, il changeait un peu d'activité. Voilà. Et puis donc en fait, il avait fait un peu d'haltéro comme ça. Puis après, là, en ce moment, il est sur un peu le street workout. Euh, à chaque fois, tu fais un peu ça. Et là, tu arrives à devenir plus ou moins complet, tu vois. Meilleur que celui qui fait qu'une activité. Mais tu n'as pas cette fonctionnalité, tu vois. C'est pas. La fonctionnalité, j'ai envie de te dire, c'est d'être fluide, c'est d'être souple, c'est de pouvoir être libre de tes mouvements, tu vois. C'est plus des skills, tu vois. Comme a dit, on a parlé Vincent Issertel dans le dernier, quand il est passé sur Training Therapy. C'est plus ça. Mais c'est pas soulever des gros poids, c'est pas avoir des courbatures. Tu vois, c'est pas du tout fonctionnel. Tu fais une séance et puis le lendemain, tu as des courbatures. Les courbatures, c'est handicapant en fait. T'as des courbatures, tu veux faire du vélo le lendemain, tu t'es moins bien, ça gonfle, c'est la merde quoi. T'es pas content quoi. C'est pour ça que les gars en endurance, t'en as plein, ils font pas du tout de muscu en fait. Alors certains disent ouais, la muscu, la plupart ils en font pas et ça les empêche pas d'être bien sur le vélo. Donc ouais, comme je te disais en intro, faut pas se rappeler que l'être humain il est pas fait pour soulever des poids sur des angles bien spécifiques. Il est fait à la base quand même pour l'endurance. Tu vois, tu lis, putain, j'ai plus les bouquins en tête, je les vois pas d'ici. Mais les trucs sur la marche, sur la course lente, tout ça, on est fait pour ça en fait. Donc la fonctionnalité, c'est pas de soulever des poids. Tu vois, soulever des poids, ouais, tu fais du curl à 8 kilos, c'est largement assez pour la vie de tous les jours, tu vois. T'as pas besoin de mettre 12, 14, 16, 25, 30, hein. Ça, c'est connerie. Ouais. Mais Ça, tu sais, je sais. c'est juste pour toi, pour te faire plaisir, ouais, d'être bien, quoi. Ouais, mais ça montre un peu marketing aussi. Ça fait bien de dire ouais, ce programme ou ces exercices sont fonctionnels. Ça attire un peu, ça attire l'œil pour certains. Ouais, bien sûr, mais après, encore une fois, le plus dur, je pense, pour beaucoup, c'est de déterminer ses objectifs. C'est quel objectif tu veux atteindre, qu'est-ce que tu veux faire. Quand tu sais exactement ce que tu veux, ça va, mais quand tu sais pas ce que tu veux faire, tu dis, bah, je vais faire un peu de tout. Et quand tu fais un peu de tout, bah, souvent, t'as pas grand-chose, quoi. T'as pas Ouais. grand-chose. J'aimerais parler un peu de stagnation.
Est-ce que, de par ton expérience, si toi déjà tu as déjà eu des périodes de stagnation et est-ce que tu aurais des outils, des techniques un peu pour vaincre la stagnation? Bon, tu as parlé un petit peu tout à l'heure, sur ton Ouais, sur ton bah début voilà, d'activité. voilà quand j'étais gamin, la première fois que j'étais en salle, et que j'ai fait 1 an de muscu en salle, j'avais fait 2 ans chez moi auparavant. Bah ouais, en fait, pendant 1 an, je stagnais parce que, en fait, je m'entraînais comme tout le monde, tu vois. On me disait, bah voilà, tu fais 4 séries de 10 là, 4 séries de 10 là, puis ça va progresser. Puis c'est vrai que les plus balèzes faisaient ça, en fait, hein, tu sais, dans la salle, ils faisaient ça. C'était bien. Alors, il y en a qui étaient dopés, hein, quand même, faut le dire. Mais voilà, ils faisaient ça et puis ça marchait. Et en fait, à partir du moment où j'ai réfléchi à l'entraînement, au cycle de progression, tout ça, j'ai pu vraiment stagner, tu vois. J'ai stagné ensuite quand je suis arrivé, je sais pas, on va dire un chiffre un peu arbitraire, à 95% de mon potentiel, tu vois. Où je suis arrivé au truc, je dis bon, bah voilà, là, il faut que je m'investisse plus, comme je te disais tout à l'heure, il faudrait que j'aille plus. Mais à partir du moment où tu construis ton entraînement de manière intelligente, que tu as appris à te connaître, tout ça, bah, en fait, tu as pu. Moi, il y a pas un gars que j'ai en coaching qui stagne. En fait, c'est pas possible, tu vois. Et c'est ce que j'ai sur mon site. Je dis, c'est progression garantie. Si tu fais ce que je te dis, voilà. Mais ouais, pour moi, la plupart des gens, normalement, tu n'as pas de stagnation avant longtemps, 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 sauf si effectivement, tu t'entraînes au petit bonheur, la chance, à la forme du jour, alors que tu ne sais pas déterminer ta forme, que tu manges en fonction de ta faim, alors que tu ne sais pas, tu es drogué depuis que tu es gamin. Voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas de stagnation avant des années, des années et des années, tu vois. Et après, quand la stagnation arrive, pour moi, c'est là que la limite un peu se pose, c'est jusqu'où tu es prêt à t'investir pour continuer à progresser. Est-ce que tu es prêt à te coucher une demi-heure plus tôt, à pas sortir, à pas aller au resto, voilà, de couper un peu de tout, en exagérant, et peut-être pas pour les plus motivés, pour continuer à progresser. Voilà. Est-ce que tu es prêt à ça? Pour continuer à gagner, à gagner, à gagner, tout en sachant que le vieillissement va arriver et que tu vas devoir faire, comme je disais, de plus en plus d'efforts pour garder ton physique et encore plus pour continuer à progresser si c'est possible, mais j'ai pas l'impression que ce soit possible indéfiniment, hein. Ouais, mais comment tu la vois la progression? Tu la vois sur les charges principalement? Ouais, les charges, les reps, et normalement, si tu choisis les bons exercices en fonction de ta morphoanatomie, en fonction de tes capacités de mouvement, donc tout ce qu'on appelle mobilité, que tu rajoutes, tu fais le bon nombre de répétitions, tu as un bon temps sous tension, donc tu as la bonne charge, tu as un bon volume d'entraînement que tu vas adapter aussi au fur et à mesure, hein, ça fait partie des facteurs de progression. Bah, en fait, tu vas mettre de plus en plus lourd, sur de plus en plus de reps, avec de plus en plus de volume. Et comme tu es dans la bonne fourchette, on va dire, pour l'hypertrophie, pour la prise de muscle, bah, tu vas prendre. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Mais le plus dur, c'est de savoir à quel rythme progresser, quel exercice faire, quelle amplitude utiliser. Et pareil, ça, c'est des choses, c'est ce que je dis sur l'analyse morpho-anatomique. Parfois, il y a des débutants qui me contactent et ils me disent ouais, j'aimerais que tu m'analyses. Mais je dis c'est trop tôt, tu débutes la muscu, ça n'a pas de sens, tu vois, ça a pas de. Il faut d'abord que tu t'entraînes, que tu vois comment ça se passe, tu risques pas grand-chose en plus. Des fois, il y a des surprises. Voilà. Mais ouais, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, je pense que j'ai bien résumé le truc. Les bons mouvements, aux bonnes amplitudes, par rapport à ta morphoanatomie et tes capacités de mouvement, et ensuite laisser le temps faire et progresser, tout en prenant son temps et en essayant de ne pas être trop pressé, comme beaucoup veulent l'être. Je me souviens, tu vois, dans ma première salle, pareil, les mecs, moi je me revenais avec mes poids de 500 grammes, puis les mecs disaient, bah non, mais rajoute les rondelles direct. Tu vois, les mecs, des fois, ils montaient de 5 ou de 10 d'un coup, tu vois. Et bah, il progressait pas, tu vois, mais il était déjà fort, donc c'était pas gênant. Et ça gênait pas un coup de faire une semaine 180, et puis l'autre semaine 170, et après 182, et puis une autre semaine 160. Je dis ouais, bah c'est pas grave, ils s'en foutaient, tu vois, tant qu'ils faisaient leur truc. Et moi, ça me gênait, et les mecs rigolaient un peu, tu vois, quand je venais avec mes poids de 500 grammes. Mais bon, moi, ça marchait pas de rajouter 5 ou 10, quoi. Je sentais que la barre était trop lourde, quoi. Mmh. Est-ce que tu conseilles aussi les deloads? Ça peut, je fais. Alors pour moi, c'est un peu intégré dans ma manière de fonctionner sur les cycles de progression. C'est-à-dire que quand tu vas arriver au bout d'un cycle de progression, par exemple, je sais pas, tu arrives en série de 8, je dis une connerie, tu es à 100, et avant tu avais fait 10 à 90, et puis 12 à 80, voilà, on simplifie. Et bien tu es au max, je vais relancer la progression en redescendant en 12 reps, et en fait pendant 1 ou 2 semaines, ça va être un peu facile. Tu vois, que ce soit RPE 7 ou 8, ça va être RPE 5 ou 6. Et donc moi, ça va me servir entre guillemets de déload, tu vois. Mais je vais pas faire un vrai déload comme l'explique Mujika dans la préparation physique, où je vais drastiquement réduire le volume et garder l'intensité sur 1 ou plusieurs semaines. Ça, je vais pas le faire au sens scientifique du terme, mais ça va s'intégrer un peu là-dessus pour justement reprendre de l'élan, récupérer, parce qu'on sous-estime, encore une fois, l'impact de la musculation avec des charges plus ou moins lourdes sur nos articulations, tendons
et l'impact global que ça peut avoir. OK. Ouais, ouais. Bah, ouais, mais ça permet ouais, de faire des séances plus tranquilles pour mieux Ouais, ouais, et puis redémarrer et mieux relancer. tu peux te réappliquer sur la technique, que souvent tu as dégradé un peu, parce que tu voulais forcer, tu voulais passer le truc. Alors certains diront ça sert à rien. Moi, je pense que ça sert quand même. Je pense qu'il faut pas être non plus archi strict. Donc tu as dégradé un peu, donc tu redémarres plus léger, tu refais bien le mouvement, tu relocalises bien tout ça. Et donc c'est des choses qui vont te servir aussi pour reprendre confiance. Et puis quand tu verras que tu bats tes records en 12 par exemple, sur ce cycle un peu classique, et ben ça va te donner confiance pour la suite. Ouais, ouais, c'est clair. Et est-ce que, tu conseilles de changer régulièrement d'exercice? Je pense que pour la progression, c'est pas optimal, mais par exemple pour les personnes qui se lassent, tu sais, qui ont une certaine lassitude, au bout d'un moment, ils veulent changer d'exercice tout simplement. Ouais, bah alors là, il y a trois choses. La première, c'est qu'un, on sait que quand tu fais un exercice, plus tu vas le répéter, plus tu vas progresser dessus. Plus nerveusement, tu vas être coordonné, tu vas utiliser plus de fibres en même temps, tu vas utiliser tes muscles qui participent au mouvement en même temps, tu vas devenir de plus en plus efficace. Et on le voit en force athlétique, où justement les gars, actuellement, s'autodétruisent, mais progressent beaucoup plus rapidement en faisant du squat 3, 4 fois par semaine, soulever de terre pareil, du développé couché presque tous les jours. Voilà. Donc il y a ce truc-là. Donc ce qui est important, c'est que quand tu veux prendre du muscle, ton mouvement soit le moins nerveux possible. En quelque sorte, qu'il soit vraiment très musculaire. Donc si tu n'as pas cette coordination au moins de base que tu acquiers en quelques séances, euh, quand tu fais un exercice, donc développé couché, tu vois bien, un débutant, il tremble, et puis après, au bout de quelques séances, il tremble plus, c'est un peu mieux. Et au bout d'un an, bah, son mouvement est mieux s'il en fait chaque semaine. Bah, voilà, il faut d'abord ça, pour d'abord que tu puisses, bah, que le mouvement soit plus limité musculairement, on va dire ça comme ça. Euh, Ensuite, varier les exercices, bah, moi je l'entends bien, mais pour moi, c'est réservé à des pratiquants avancés qui ont déjà des années d'entraînement, pour qui ont déjà répété le même geste pendant des années, mais en fait sont un peu usés, tu vois, d'un point de vue nerveux. Il y a ce qu'on appelle l'immunisation. Schmitt en parle très bien dans son bouquin L'apprentissage moteur, où tu répètes un geste, et en fait, nerveusement, bah, il y a comme une saturation. Donc, c'est un peu ce qu'utilisait Louis Simons de Westside en faisant des variantes. Un exercice, alors l'équipe était archi-dopée aussi, voilà. Mais varier l'exercice, une fois que tu as un certain niveau et dans une optique peut-être de longévité, ça peut avoir du sens, tu vois. Mais une fois que tu as un bon niveau, parce que si tu varies dès le début ou au bout de quelques mois, bah, en fait, tu es sans arrêt en train d'apprendre nerveusement, et musculairement, bah, tu progresses pas parce que le temps que tu arrives aux charges avec lesquelles tu vas pouvoir lancer tes cycles, bah, en fait, il se passe déjà des semaines et des semaines. Donc, ça, je suis pas trop pour. Et ensuite, sur l'idée de se lasser, bah, encore une fois, c'est pourquoi tu t'entraînes, tu vois. Je sais pas. Si en fait, toi, tu t'entraînes pour te divertir, voilà, je comprends. Mais si tu t'entraînes pour progresser, bah, mieux vaut pas varier, quoi. Pour la plupart des gens, mieux vaut pas varier. Et voilà, si tu trouves pas ludique le fait de rajouter des poids, des répétitions, voilà, c'est pas un jeu pour toi, c'est pas un plaisir. Bon, bah, faut peut-être te dire que la muscu, tu le fais pour t'amuser et pas vraiment pour progresser non plus, quoi. Même si progression et amusement sont reliés à un moment, là, tu sais, tu te lasses, ouais, bah, je sais pas, tu peux faire autre chose en fait. Fais une activité qui te plaît, plutôt que de faire de la muscu, peut-être parce que tu as vu que tout le monde fait de la muscu, donc tu veux faire de la muscu. Ouais, ça peut être aussi le truc Après à voir. ça dépend peut-être à partir de combien de temps on commence à se lasser. Si c'est 2 semaines, ouais, voilà. Mais après si c'est, 2 mois, 6 mois, c'est peut-être Ouais, ça dépend depuis combien de temps tu ouais. t'entraînes, tu vois. Ça fait un an que tu t'entraînes et que tous les 6 semaines ou 8 semaines tu changes d'exo, j'ai envie de te dire, putain, à mon avis, tu seras jamais balèze, hein. Ouais, là, Ouais, tu seras jamais balèze. Non, non, regarde, moi, de ce que j'ai pu voir, encore une fois, hein, il faut que tu répètes le même geste, le même geste. Une fois que tu as trouvé le bon geste, et sinon, tu vas bien voir qu'il n'y a pas 15 000 gestes. Alors après, si on reprend ceux qui varient chaque semaine les exercices aussi, qui sont à un niveau avancé, souvent c'est sur machine. Donc tu as moins besoin de coordination nerveuse, le mouvement est un peu guidé, donc forcément ça se fait assez naturellement. Mais si tu le fais sur des poids libres, bah tu sens que le mouvement c'est pas le même, quoi. Tu sens que y a un truc qui se fait pas naturellement, et qu'il faut déjà plusieurs séances avant d'être bien dans ton mouvement pour pouvoir progresser et bien utiliser tes muscles. Donc c'est pas quelque chose que je vais recommander. Et si tu te lasses, là c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, la diète. C'est un peu trop contraignant, tout ça, nanana. Bon, bah, après, tu peux faire comme ça, hein, tu peux le faire pour t'amuser, il n'y a pas de, ouais, y a pas d'interdit, hein. chacun ses objectifs après tout. Oui, voilà, voilà. Est-ce que, selon toi, la muscu, ça rigidifie? On entend souvent quand on fait de la muscu, si on s'étire pas,
on va devenir enfin pas crispé, mais on va être tout rigidifié, tout ça. Est-ce que c'est une idée reçue ou c'est réel? Mon expérience personnelle me montre que c'est vrai pour moi en tout cas. Et celle de mes potes aussi, c'est que ça rend raide. Tu vois, dans le bouquin, comment il s'appelle? Je crois que c'est Philippe Souchard, la reprogrammation neuroposturale, une technique qui est un peu utilisée en kiné d'étirement. Lui, dedans, il tient l'hypothèse que quand tu fais des mouvements concentriques lourds, ce qui est la musculation la plupart du temps, bah en fait, comme ça raccourcit tes muscles, entre guillemets, t'es en raccourcissement, bah ça te fait perdre en souplesse. Et donc, il faut que tu réallonges tes muscles derrière. Moi, j'ai souvent remarqué, pareil, à force de coacher, à force de m'entraîner, que si tu ne tires pas, beaucoup de gens vont perdre en souplesse. Parce que la musculation, en fait, c'est ta capacité à te gainer, à résister à la déformation. Tu vois, tu fais n'importe quel mouvement, tu fais un développé couché, tes pieds sont ancrés en sol, tu as les fesses serrées, tu as les abdos serrés, tu n'as que ton coude, en gros, et l'épaule qui bouge. Tu n'as rien d'autre qui bouge normalement. Donc tu vas apprendre à gainer. Et donc forcément, dans la vie, bah, tu es moins souple après. Si tu fais pas une autre activité en même temps, tu vois, dans les années 80-90, les gars, comme je me souviens Rich Gaspari, ou même avant dans Pumping Iron, Arnold, les mecs prenaient des cours de danse, tu vois, pour apprendre à se délier, à rester fluide. Parce que si tu fais que de la muscu, tu perds cette capacité à être fluide. Surtout que la musculation, ça se fait que dans un seul plan. Donc, tu perds cette capacité, voilà, de fluidité. Et je vois, tu vois, en kayak, moi, c'est un truc, comme j'ai fait 20 ans de muscu, qui est hyper long à acquérir cette fluidité, parce que j'ai toujours envie, quand je mets un geste, de crisper, tu vois. J'ai toujours envie de crisper. De... Donc, ouais, si tu fais pas pour moi, pour la plupart des gens, des étirements à côté, bah, en fait, tu vas te rigidifier. Tu vas te rigidifier, tu vas perdre progressivement. Tu vois, j'en parlais encore tout à l'heure, c'était Guilain qui était là ce week-end. Bah, pareil, tu vois, il s'étirait pas trop, et puis bah, il y avait des côtés vraiment un peu raides. Donc ça faisait pas, ça faisait pas du bien, quoi. Mais ouais, ouais. Alors après, on a tendance à dire que si tu fais des mouvements à grande amplitude, notamment durant les échauffements, tout ça, ça te conserve une certaine souplesse. Moi, j'ai envie de te dire, entre trois séries que tu fais à 100 kilos sur un exo en amplitude un peu partielle, ou tes deux séries de chauffe à 20 kilos pour ton amplitude, bah, qu'est-ce qui a le plus d'effet? C'est tes séries traumatisantes à 100 kilos, hein. donc, donc, il faut beaucoup faire pour compenser cette rigidification, ou alors, il faut faire d'autres activités à côté pour garder, on va dire, cette fluidité. Si tu as envie de la garder, hein, tu n'es pas obligé, hein, tu peux dire, je m'en fous, et voilà. Hein. Et du coup, quel type d'étirement tu conseilles pour garder cette fluidité? Bah, ça, c'est compliqué. Alors, Et déjà ça se de- la base, c'est la souplesse passive. Donc, c'est la souplesse en général, c'est qu'on dit que c'est passif, c'est te laisser tracter, c'est apprendre à respirer. En même temps, ça t'apprend voilà, à te détendre, à expirer longuement et à te détendre. Déjà, ça commence par ça. Et la plupart des gens, bah, tu vois bien, respirent très mal. Tu vois, même moi, là, pendant le podcast, je respire pas beaucoup. Je me rends compte. Donc, c'est apprendre à respirer, à se détendre, à être plus fluide, rien que dans la vie de tous les jours, tu vois. Euh, Ensuite, bah, étirement passif, tu te mets en position, tu tiens la position, tranquille, tu te détends. Tu envoies le message au système nerveux que c'est une position sécuritaire. Parce que la souplesse, c'est surtout ça, c'est ton système nerveux qui dit là, c'est pas sécuritaire, je te bloque. Je te bloque, je t'envoie des signaux pour te dire n'y va pas. Donc ça démarre par ça. Et après, pourquoi pas, moi j'ai envie de dire, c'est tout ce qui va être. Certains peuvent rigoler, mais yoga, pilates, on discutait avec Fabrice, tai chi, tu vois, des trucs comme ça. Après, c'est ça, parce que la mobilité telle qu'on la voit aujourd'hui, en fait, c'est de la force et ça t'amène pas de la fluidité. Tu vois, pour moi, ça t'amène pas du tout de la fluidité. Ça t'amène encore une fois de la rigidification. Tu sais utiliser tes muscles dans plus d'amplitude, dans plus de mouvements, mais ça t'aide pas à être plus fluide. Et tu perds cette fluidité si tu l'entraînes pas assez rapidement avec la muscu, parce que tu te rigidifies, qu'en plus tu crispes quand tu fais tes séries, et donc tu serres les dents à fond. Et évidemment, tu es plus fort quand tu serres les dents, mais c'est au détriment de ta fluidité basique. Et souvent, certains vont hérisser le poil aussi, mais moi j'ai résolu pas mal de douleurs chez des personnes, rien qu'avec un étirement, tu vois, ils avaient mal quelque part, je dis bah tiens, on fait cet étirement-là, puis d'un coup, hop, ils le font tous les jours, et puis 2 semaines après, ils n'ont plus rien, tu vois. Donc des fois, il suffit juste d'étirer pour ne plus rien avoir, quoi. Et quand tu t'étires pas, bah tu sens que tu perds ta souplesse. Ouais. Et ouais, tu parlais du yoga. J'ai fait un podcast avec Sacha Yoga aussi, et c'est vrai que le yoga, ça peut être une pratique à part entière pour certains, Bien sûr, mais ça peut être aussi très complémentaire à d'autres sports, et notamment pour les étirements ou la muscu, qui est un sport assez qui, rigidifiant. ouais, rigidifiant, qui Bah ouais, euh, ouais, non, mais c'est sûr, hein, tu vois bien, je sais pas si tu le sens à ton âge, mais tu fais des développés couchés, tu sens après les épaules sont un peu plus raides, tu vois, tu dis oh là, mon épaule, tu sens que tu es tenu, quoi, tu sens que tu es tenu. Donc d'un côté, bah, c'est bien parce que ton risque de blessure est amoindri quand tu vas faire des développés couchés, tu es plus solide, tout ça.
Mais si tu veux faire autre chose, tu vois, tu veux mettre le bras derrière, tu dis oulala, tu dis putain, je suis raide, je peux pas le faire quoi. Donc bon, encore une fois, c'est une question d'objectif. Mais ouais, c'est sûr que si je devais revenir en arrière, les étirements, c'est un truc que je ferais plus. Ouais, et je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui en font parce que Ouais, ah bah c'est ça, c'est sûr, c'est euh, comme l'échauffement, ça. ouais, encore échauffement, je vois un peu plus qu'ils font moi perso, mais étirements, et du coup, faut les faire en dehors des séances, les étirements, parce que Ouais, bah déjà, tu peux les faire oh, pendant, c'est pas gênant. Tu vois, si tu manques de souplesse pour faire du développé couché et que tu peux pas toucher les pecs, bah t'as tout intérêt à te détendre avant l'entraînement pour pouvoir y arriver, tu vois, si tu peux. Alors certains diront, ouais, mais après, tu mets moins lourd, non. Ouais, mais bon, la priorité, c'est déjà que tu fasses bien tes exercices, tu vois. On s'en fout que tu sois détendu ou pas. Et puis pareil, si t'as pas le temps de les faire en dehors de l'entraînement, on la connaît cette histoire, les gars, ils partent de la salle, ils disent, je vais m'étirer chez moi. Ouais, bon, la vérité, c'est que personne ne va s'étirer, donc tu peux t'étirer aussi après l'entraînement, c'est déjà ça, tu vois. ouais, Et c'est toujours mieux de faire que de ne pas faire. Donc après, le timing, c'est la cerise sur le gâteau. C'est comme un peu l'alimentation, le timing, c'est une cerise sur le gâteau. D'abord, il faut que tu manges suffisamment, les bons aliments, et après, on peut parler timing. ouais, ouais, d'abord, on fait Tu les fais, choses et après, on voit globales. quand est-ce que c'est le mieux. Tu vois, c'est comme Ouais, l'entraînement, des fois, il y en a qui disent, oui, c'est quand le mieux pour s'entraîner? Bah, c'est quand tu peux déjà. ouais. Déjà, entraîne-toi et c'est pas mal. Voilà, voilà, et après, on verra. Pardon. Euh, alors, j'ai une petite dernière question pour la fin, pour clôturer le podcast. Est-ce que tu pourrais nous partager une expérience que tu as eue avec un sportif ou avec quelqu'un que tu as coaché, qui aurait permis de vraiment de montrer une belle évolution chez un sportif qui aurait, je sais pas, débloqué quelque chose ou a vraiment impacté sa vie ou sa pratique avec quelque chose que tu aurais pu mettre en place, que ce soit sur l'entraînement, l'hygiène de vie ou alors, la question assez générale, est-ce que tu aurais une Ouais, expérience? ouais, j'ai du mal un peu avec l'expression générale, mais moi, ce que je remarque, tu vois, le plus simple, et on en parlait tout à l'heure, c'est l'alimentation. À partir du moment, et moi, ça me l'avait fait en 2006 quand j'ai commencé à peser ce que je mangeais, tout ça, à partir du moment où j'ai commencé à bien m'alimenter, à peser ce que je mangeais, tout ça, ça a tout changé. Vraiment, ça a tout changé. D'un coup, je voyais vraiment, au lieu de manger au pif, en quantité, tout ça, ça a vraiment changé drastiquement mon physique. Et toutes les personnes que j'entraîne aussi, que je coach, voient la différence tout de suite, en fait. Là, tout de suite, c'est cadré. Tu vois que tu as le contrôle, pas à 100%, mais pas à 95%, vraiment sur l'aspect, en tout cas sur ton taux de gras, tu vois. Et je pense que c'est vraiment cette histoire d'alimentation. Mais parfois, c'est relayé, tu vois, au rang de gains marginaux dans les sports, en disant, bah non, c'est pas très important, et donc tu vois des sportifs manger n'importe quoi. Moi, je pense que c'est pas du tout marginal. Je pense qu'il y a des gros gains à faire là-dessus. Mais ouais, je pense que c'est vraiment, comme on dit, un game changer quand t'es pas spécialement doué, et comme c'est le cas de la plupart dont je fais partie. Ouais, donc vraiment l'alimentation, le pilier Bien sûr, in- bien sûr. indispensable selon toi. Ouais, mais c'est vrai que c'est important et moi c'est quelque chose que j'avais un peu de mal parce que j'étais pas mal chez mes parents pendant mes études. Du coup, des fois c'est pas trop moi qui gérais la bouffe, mais l'année prochaine, là, moi je pars donc je serai tout seul, je pourrais faire ma diète, je pense. Donc, Ouais, bah moi, quand j'étais gamin et que j'étais chez mes parents, et bah je vidais le frigo, quoi. Vraiment, après les trucs en soi, je les mangeais pas, mais vraiment je mangeais comme 4 quoi. Mais ouais, bah j'avais ton âge, quoi. Un peu moins, quand j'avais 15 16 ans, quoi. Vraiment là, j'y allais à fond, à fond, à fond, quoi. Pas trop de questions parce que j'étais faim, et donc bon bah tu manges, puis tu t'entraînes, et puis tu prends, tu fais que prendre, quoi. C'est ah c'est les oui, meilleures, ouais, c'est ouais, les c'est meilleures sûr. années, hein. C'est les meilleures années. Et encore, moi mes parents c'est ça, mais même je pense ceux qui sont chez leurs parents, on peut demander est-ce que vous pouvez prendre pendant les courses, je sais pas, des flocons d'avoine, des œufs, des trucs comme ça. Et Ouais, ouais. puis en général, ça passe. Donc, Bah oui, oui, quand même. il y a toujours Heureusement, ouais. moyen de. Si, en vrai, je pense qu'il y a toujours moyen d'optimiser quand même. C'était pas parfait, mais c'est. On peut optimiser, quoi. Bon, est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin ou un Non, bah conseil à donner? non, bah, j'en ai donné plein. Si on me demande pas, en général, je donne pas trop de conseils. Mais ouais, bah, c'était cool cet échange. Et puis bah, j'espère que ceux qui nous auront écoutés auront eu des pistes de réflexion. Ça les aidera dans leur progression. Donc voilà. Si jamais il y a des questions ou des besoins de précision, on peut me contacter donc facilement sur rudicoya.com. Il y a un petit bouton contact. Ou sinon, bah, vous pouvez lire. Et normalement, vous aurez vos réponses aussi. Les nombreux articles que j'ai pu écrire sur superphysique.org. Il y a également un forum sur superphysique.org. Donc, vous pouvez aller sur le forum, et il est assez actif. Donc, vous pouvez poser vos questions et vous aurez normalement des réponses. Voilà. Ouais, je vais mettre les liens dans la description du podcast, comme ça, pour les auditeurs, vous pourrez aller voir.
Et sur ce, je te remercie, Rudy, pour ton temps et pour les informations que tu as pu nous partager. Ça roule. Et bah, ça marche. Et bah, salut à tous et à la prochaine. Salut tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.